Bonjour et bienvenue sur le 8e épisode de Rugby Confidential. C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui parce que nous sommes avec l'une des sensations de ce début de saison. C'est un de tes coéquipiers, Gaël. Déjà, comment vas-tu, Gaël ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Je suis ravi comme à chaque fois de te retrouver pour cette émission qui est notre petit rendez-vous finalement. Exactement. C'est un vrai bonheur de se retrouver. Ouais, c'est un régal. Ça fait plaisir. Et comme vous l'avez vu à l'image, nous sommes avec Hugo Sun qui va pouvoir nous parler de son parcours, de plein de trucs. Tu le côtoies depuis le début de saison. Comme j'ai dit, l'une des sensations du top 14, sorti un petit peu de nulle part pour les habitués du vrai top 14 et qui regardent pas trop en dessous. Pour ceux qui jettent un petit œil à la Pro D2 ou même parfois à la Nationale, ils ont pu déjà entendre son nom. Pourquoi justement tu trouvais ça intéressant de faire venir Hugo Quand on en a discuté, c'est un parcours atypique, donc j'avais vraiment envie de le faire découvrir à tout le monde. C'est un caractère aussi atypique et je pense que beaucoup de personnes veulent le connaître un peu plus. Donc c'était sympa, je pense, de l'inviter avec nous pour une des premières. En plus, c'est une de tes premières interviews dans les médias, non ? Premier podcast, ouais. Premier podcast, donc Je fais on a de quelques la chance quand même. journaux, mais j'aime les podcasts. Bon, ça va, t'es content d'être là quand même. Très content, merci de m'avoir invité. Non, mais c'est un Très vrai bien. plaisir. Comme on le dit, t'as un profil un petit peu atypique, tu rayonnes bien dans ce début de saison de top 14, donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur toi, te découvrir un petit peu plus en profondeur. Comme je le disais, dans ce début de saison, c'est 10 matchs de top 14 joués sur 11 possibles avec le Racing. Tu as même fait un rassemblement avec le 15 de France. C'est pas mal pour une première saison de top 14. Ouais, bien sûr, j'avais pas trop d'objectifs en arrivant, juste prendre du plaisir, continuer à m'amuser. Je m'attendais pas peut-être à jouer autant, mais je suis très content d'enchaîner. Le week-end dernier, tu étais d'ailleurs porteur d'eau face à Exeter. C'est un rôle, c'est-à-dire que même tu es investi dans l'équipe, même quand tu n'es pas dans le groupe. D'ailleurs, comment ça se fait ? Genre, c'est là, on dépasse, j'imagine, juste le fait d'amener de l'eau. Il y a aussi, on donne des infos. Comment ça se passe quand on a ce rôle-là en tant que joueur ? Ouais, bien sûr, j'ai pris le rôle de Joe Rocco Soko, Ouais. qui était malade ce jour-là. Je devais juste être 24e, aller dans les tribunes. On apporte de l'eau, on essaie de faire passer les consignes à certains mecs quand on rentre, on a l'oreillette des coachs. Donc c'était assez nouveau, mais franchement, c'était une bonne expérience. Ça t'a plu ? Ouais, je passais une très bonne Ouais. après-midi. Je Peut-être voyais, pas. il venait Ouais. me voir en courant comme ça, il me disait « Gaël, il faut faire ci, il faut faire ça », c'était rigolo. Ouais, Et niveau stress et tout, sur les trucs comme ça, tu le vis différemment le match ? ouais, bien sûr, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match de l'équipe où je ne jouais pas, j'étais un peu spectateur. C'est vrai que c'est très stressant, surtout au vu du scénario qu'il y a eu. Ouais. Je trouve personnellement, je vis beaucoup plus les émotions en regardant Ouais, je suis d'accord. que quand on est sur le terrain. Ouais. Quand on est sur le terrain, on est focus, il y a le déroulé du match, peu importe le score, on sait à peu près ce qu'on doit faire. Quand on est dehors, on est un peu Tu impuissant. contrôles pas. Ouais. Voilà, Tu c'est un peu contrôles plus. pas ça. Ouais, c'est stressant. frustrant, limite. Des fois, tu dis, ah, moi, j'aurais fait ça. Tu vois des choses que quand tu es sur le terrain, c'est beaucoup plus dur, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est frustrant, je pense. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans l'hémisphère sud d'ailleurs, de voir les joueurs, même à la Coupe du Monde, il y a Sam Kane pour la Nouvelle-Zélande qui était porteur d'eau tout le long. C'est un truc qui se fait beaucoup, mais parce que j'imagine aussi dans le groupe, de voir les gars avec qui tu es toute la semaine qui rentrent, ça doit... C'est sûr que c'est plus efficace qu'un kiné qui, des fois, connaît pas forcément les annonces et tout, sans les dénigrer. Mais un joueur qui connaît toutes les annonces, qui d'habitude est leader du jeu d'attaque et du jeu en général, ça aide aussi à la performance. Donc, je trouve ça intéressant. Et c'est les Néo-Z qui le font énormément. Barrett l'a fait pendant la tournée de novembre aussi. Ouais, tout à Et fait. je trouve ça intéressant qu'un simple kiné qui va juste soigner les joueurs ou apporter de l'eau, là, il peut faire passer des consignes, son expérience, etc. Et c'est intéressant, je trouve. C'est que de l'eau qu'on boit sur ça ? De Parce qu'il y a l'eau, quand même... de la Gatorade, sinon. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des trucs full électrolytes, Ouais, etc. exactement. Il y a même des gens qui disent qu'ils buvaient du jus de cornichon Ouais, ça, c'est pour moi qui l'ai prévenir rapporté. des crampes et tout. C'est Nicolas Sanchez qui avait rapporté ça d'Argentine. Et moi, j'avais des crampes souvent à la fin des matchs. Ouais. Et un jour, il me dit, mais Gaël, pourquoi tu prends pas du jus de cornichon ? Je dis, mais c'est quoi ton truc ? et c'est dégueulasse, honnêtement. Ça te fait des aigreurs d'estomac et tout après le match. Mais par contre, ça enlève les crampes, c'est une folie. Ah, et sur le coup, Donc, c'est... ah ouais, ça marche vraiment. Et du coup, maintenant, toute l'équipe prend ça. C'est moi qui ai ramené c'est ça au vrai Racing grâce à Nicolas Sanchez quand on jouait avec lui au Stade français, qui m'a donné cette solution. Nicolas Sanchez, c'est numéro 10, qui a été numéro 10 argentin, etc. très grand joueur. C'était quand même un sacré joueur. Alors du coup, je voulais qu'on parle un petit peu de ton parcours, Hugo. Le plus gros changement, c'est pas forcément peut-être de passer de la Pro D2 au top 14, mais peut-être passer de Aurillac à Paris. Ça change un petit peu cet environnement quand même, non ? Ça change énormément. Mais Aurillac, c'est assez petit, c'est très joli, mais on fait vite le tour. Ouais. Malgré tout, tous les gens qui sont venus me voir en week-end, ils étaient très très contents de passer un week-end là-bas. Ouais. Les gens sont très Pas chaleureux. C'est ça ? Bon, pas plus, peut-être oui. Mais en tout cas, c'est très bien, mais c'est sûr qu'ici, il y a tellement de choses à faire.
tellement L'hiver de n'est gens. pas le même aussi, quand même. Attention. Ah ouais On critique beaucoup Aurillac, mais Non, mais je non, pense il qu'il y a des bons côtés aussi à Aurillac. Je connais pas, j'y suis jamais allé, mon perso. bien sûr, après, voilà, si t'aimes chasser, t'aimes pêcher, l'hiver, tu peux te retrouver dans des activités. Si t'aimes un peu moins ça, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'activités à faire. Il y a des très bons restaurants, des bars. Pas forcément en quantité, mais c'est quand même sympa. En qualité. C'est en moins bien qualité. que Brive, quand même. Ouais. C'est moins bien que Brive. Bah, je pense que ça se bat avec Brave, non? Non, c'est moins bien que Brive, croyez-moi. Je suis pas sûr. Bah, du coup, justement, Aurillac, ils font une belle saison. Ils sont top 6 actuellement où on enregistre ça. Tu continues de suivre un petit peu ce qu'ils font. Est-ce que d'ailleurs, de manière générale, tu consommes du rugby en dehors du top 14? Ouais, je pense un peu plus que Moi, toi. ouais, c'est sûr. Mais bien sûr, je les regarde Ouais. dès que je peux le vendredi soir, dès que j'ai rien à faire. Je suis très content que tu fasses une belle saison. Je pense que d'avoir fait ce barrage l'année dernière, ça a beaucoup fait évoluer l'équipe. Et le groupe n'a pas trop changé. Et je pense que c'est la première équipe depuis longtemps que je supporte réellement. Ouais. Devant la télé où je suis à fond, donc Ah ouais. je suis très content de les voir Réciproque. gagner. Mais justement, bah, on a une équipe qui avait super bien rebondi après un barrage, c'est Montauban, qui derrière fait une saison de dingue et est monté cette année en top 14. En fait, il est un peu formateur finalement, cet Access Match, j'ai l'impression. En tout cas, il fédère les équipes. Ouais, Et je pense. dans un match tellement stressant, j'imagine, ça devait être tellement spécial que derrière, tu recomposes le collectif différemment, quoi. Moi, je pense qu'on avait un groupe assez jeune qui avait peut-être pas pris conscience qu'on allait finir à cette 15e place. Parce que pas assez sérieux, pas assez à l'écoute. Il y avait beaucoup de choses, des petits détails qui n'allaient pas. Et je pense que d'avoir fait ce barrage, ils ont directement mis le bleu de chauffe en début de saison. Ouais, bien sûr. Ils n'ont pas attendu la 20e, la 21e pour se réveiller. pour se réveiller. Et puis là, maintenant qu'ils le touchent, je pense qu'ils veulent l'accrocher. Puis à Aurillac, c'est beau de finir dans les 6 en étant ouais. le plus petit budget. Ah bah, ce serait magnifique. Même Et Brive qui est même pas dans les... Même l'expérience collective. Ouais, Je pense bien que sûr. sur une saison, ça se joue à rien. Mais l'année d'après, t'arrives, les mecs, ils se connaissent, ils ont créé des connexions, et ça y joue énormément, honnêtement. Ouais. On néglige souvent ce facteur-là, mais il est très important. Ouais, et d'un point de vue perso, tu l'avais vécu comment cet Access Match? Parce que c'est très spécial quand même, c'est un match à la vie à la mort, quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas le contexte, match entre l'équipe qui a perdu la finale de National et le 15e de Pro D2. Le perdant est en National, le gagnant est en Pro D2, tout simplement. Personnellement, j'étais très motivé, assez confiant, un peu détaché. Je voulais un peu me détacher de l'événement parce que c'est vrai que Aurillac, c'est le seul club qui est jamais descendu ou monté en top 14 ou descendu en national ou en fédéral. Il y avait tout le département derrière nous. C'était quand même assez de pression. Mais je pense que les joueurs, on a tous pris le dessus sur l'événement. Et c'est ça qui a fait qu'on a fait un gros match contre cette équipe de Chambéry. Ouais, alors c'était à Chambéry en plus l'Access Match au stade de l'équipe de la division en dessous. Mais justement, tu avais pris pas mal la parole, tu avais pris un petit peu la main aussi sur ce groupe-là lors de ce match. Je me souviens, tu avais fait un bon petit match quand même sur cet Access. J'avais commenté, j'étais en live. Ah, t'étais en live. Ça avait été un bon petit match. On disait parcours du coup un petit peu surprenant. Donc tu as joué en National 2. J'ai joué qu'en national. Ah, tu as joué qu'en National? Ouais. En fédéral 1 un peu au début. Ah, À la Seine-sur-Mer, il a une anecdote de dingue. Il a joué contre mon club. C'est vrai? Ouais. C'était grillagé partout, il a eu peur, il m'a dit... En espoir, bagarre générale, la voiture de police sur le... Ah ouais, carrément. Je te jure, un jour, il me raconte ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs, tu m'as raconté ça. Bah... C'était tellement drôle. Et, on avait la Seine hier. Ouais, la Seine hier. T'as pas joué la Valette? Non. Heureusement. C'était du même acabit. Et c'était donc Blagnac que tu as joué, où tu as joué en national. Oui. Ensuite, c'est malheureusement dépôt de bilan du club de Blagnac, qui est donc rétrogradé, etc. On connaît un petit peu toute l'histoire de ce club. Et c'est par la force des choses que tu as rejoint Aurillac en Pro D2. Comment tu as vécu ça à l'époque? Parce que ça arrivait en pleine saison, c'est un peu spécial. Comment tu l'as vécu personnellement? C'est vrai qu'au niveau financier, c'était assez compliqué. On n'était pas forcément au courant. Au niveau des joueurs, on l'a su un peu au dernier moment. Donc c'est sûr que c'était en janvier, il me semble, on a pris un coup de massue quand même, parce que la saison se stoppe d'un coup. Ouais. C'était pas forcément ce qui nous faisait mal au cœur, c'était pas forcément le fait de ne pas finir la saison. C'était plus de ne plus jouer ensemble, de ne plus se retrouver. Un club qui est quand même centenaire, qui tombe en ruine, entre guillemets, parce que des gens, surtout une personne, l'a assez mal géré. Donc on a été très déçus, assez tristes. Mais bon, finalement, il y en a beaucoup qui ont rebondi, que ça soit professionnellement au niveau du rugby, au niveau de leur travail. Donc chacun a pris des directions un peu différentes, mais c'est vrai que sur le moment, c'était pas évident. Et tu travaillais à côté quand tu étais à Blagnac? Ouais, tout à fait, ouais. Tu travaillais dans quoi?
Une entreprise une société de conseil Ok. qui s'appelle Accenture. Donc j'avais fait 6 mois là-bas avant du coup de mettre fin à ma période d'essai d'aller jouer à Aurillac. Tu avais dit en interview que si Blagnac n'avait pas coulé, tu serais peut-être encore à Blagnac aujourd'hui. Tu Mm. penses que c'est le cas? Oui, enfin, oui, je C'est pense. dur à dire. C'est dur, ouais. C'est dur, Honnêtement. mais c'est vrai que quand j'y étais, mon premier objectif c'était de finir mes études. Ouais. Donc j'avais eu quelques sollicitations de club de Pro D2, mais c'était pas des choses que je trouvais intéressantes pour moi. Mhm. Pas pour dénigrer les clubs qui me contactaient, mais parce que je n'avais pas ce projet personnel, cette envie. Et je pense que le destin a bien fait les choses, c'est-à-dire que le club a coulé l'année où j'ai fini mes études et où j'ai commencé à rentrer dans la vie active. Donc j'ai pu sauter le pas et aller à Aurillac. Et peut-être que si le club n'avait pas coulé, j'y serais encore, oui. Donc en fait, être pro, c'était pas un truc que tu avais à l'esprit à la base, quoi. Non, non, c'était pas un objectif. J'ai toujours aimé Jouer au rugby. jouer au rugby avec les copains, me donner à 100% sur le terrain, un peu en dehors. Mais après, c'était pas un objectif, mais maintenant que j'y suis, bien sûr, c'est assez incroyable, je suis très content. C'est quand même fou le destin, quand même. Ah ouais, T'imagines, c'est tu fou, te hein. retrouves à perdre ton club et te retrouver en Pro D2, et maintenant tu joues dans un des plus grands clubs d'Europe Ouais. et du top 14. Donc c'est quand clair. même dingue. Et toi, par exemple, Gaël, tu rêvais d'être pro quand tu étais petit? Ouais, Tu pensais moi ça a beaucoup? toujours été un objectif. J'ai rien eu d'autre dans ma tête depuis le début. Dès l'âge de 15 ans, j'ai fait les équipes nationales, après j'étais surclassé, etc. Donc le processus, il a été assez fluide, et du coup tu te diriges forcément vers ce que tu sais faire et ce que tu aimes. Donc moi c'était le rugby. Donc très vite en équipe nationale, très vite avec le Stade Toulousain, etc. Ça a basculé rapidement, donc c'était une évidence. Mais lui, son processus, il est totalement différent. C'est vrai que si j'étais à sa place, j'aurais fonctionné pareil. Je me serais dit, d'abord, je trouve mon job, je sécurise mes études, et puis le rugby, c'est un plus. Surtout Ouais. quand tu joues en national, tu fais quand même les deux. Tu es à moitié payé par ton club, mais bon, c'est des petits salaires. Et tu as vraiment ton salaire via ton entreprise. Donc c'est deux processus différents, mais c'est sûr que moi, j'ai été focus à fond sur le rugby d'entrée, quoi. Et c'est le cas depuis tout petit où tu te dis, ok, c'est pas mon objectif principal parce que tu es quand même passé par Agen. Mm. Si je dis pas de bêtises, ils t'ont pas gardé après Crabos, donc Mm, U18. Est-ce que c'est justement là où tu t'es dit, ok, là je focus les études, je focus ma vie professionnelle? Ou alors vraiment tu as toujours eu cet état d'esprit globalement? Non, pas tellement. En fait, je me suis jamais trop posé de questions, un peu comme je le fais actuellement. Ouais. Comme quand j'arrive dans un club, je sais pas si je vais jouer, pas jouer, mais finalement, c'est pas des sujets qui sont dans ma tête. Je me laisse Ok. un peu porter tout en me donnant à 100%. Et non, quand j'ai pas été gardé à Agen, c'était le club dans lequel j'étais depuis que j'avais 8 ans, ça n'a pas été quelque chose de dramatique pour moi. C'était un peu la vie suivait son cours. Ça m'a permis d'aller à Blagnac, de faire des études, rencontrer ma copine, on va dire. Donc c'était Le une destin bonne encore. chose. Ouais, mais ce que j'adore chez Hugo, il est détaché de tout. Et ça se ressent quand il arrive, etc. Il fait pas trop de bruit, il est discret, mais c'est quelqu'un qui a un caractère affirmé quand même. Et surtout, on le voit sur le terrain, il tente des choses. On parlait d'Antoine Dupont, Ouais. mais pareil, il tente des choses que très peu de joueurs osent tenter. Donc tu sens qu'il est relâché. Moi, je me souviens, le premier entraînement où il est arrivé, il a fait 3 ans avant. Je me dis, oh là 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 là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être notre numéro 10, etc. Ça va être dur. Et en fait, il s'est relâché petit à petit, il a pris confiance en lui, et je pense qu'il se prend pas la tête. Et je pense que c'est ce qui fait ta réussite aujourd'hui pour l'instant. C'est que tu es détaché, et ça se sent, tu es relâche, tu arrives avec tes petites tongs, tu te prends pas la Hmm. tête, et tu fais ce que tu aimes faire. Donc pour l'instant, ça marche bien. Justement, arriver au Racing, c'est une réussite ce début de saison, cette arrivée, tu as beaucoup joué. Est-ce que tu arrives à réaliser un petit peu tout ça, que tu t'es tout de même imposé dans une équipe de top 14 en place, avec un bel effectif? Hmm. Est-ce que tu arrives à réaliser tout ça? Est-ce que des fois, tu prends le temps de penser à tout ça? Ou encore une fois, toujours un peu détaché de ça? Ouais, alors je pense que je m'en rends pas encore compte. Ouais. C'est pareil de jouer, des fois je joue avec Gaël, avec Josh, tout ça va. Quand je regarde 2-3 ans en arrière, je me dis que ça serait jamais arrivé, c'est assez incroyable. Mhm. Mais quand je suis à leur côté, j'y pense pas réellement. Voilà, en fait, je suis moi-même, c'est des êtres humains, ils sont connus, le feeling passe bien avec eux, donc je me pose pas de questions, je continue de foncer, quoi. Et surtout, tu mérites d'être là, donc faut pas se... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression d'être un usurpateur, tu sais. Ouais. Moi, quand je suis arrivé au Stade Toulousain, pareil, il y avait Josion. Oui, Le bien syndrome sûr. de Et j'arrive, je l'imposteur, me le dis, mais fameux. ouais, exactement, le syndrome de l'imposteur. Et en fait, il n'y a pas d'imposteur. Si tu es là, c'est que tu le mérites. Et Hugo le mérite amplement. Donc, souvent, quand on arrive, on se dit, mais pourquoi? Attends, moi, je les avais en poster dans la chambre, je les regardais encore à la télé, aux 6 Nations aussi. Mais si tu es là, c'est que tu as largement le niveau d'y être. Donc, faut pas se poser 10 000 questions. Et il le fait très bien, Hugo. Honnêtement,
il est relax, il se prend pas la tête, il rigole, il chambre. Il aime bien chambrer aussi. Donc non, mais c'est trop bien. Il a une super intégration. Et justement, c'est quoi ton rôle, un joueur comme toi, maintenant un peu plus d'expérience, quand il y a des joueurs comme Hugo qui arrivent dans les effectifs? Bah, honnêtement, au début, c'est très dur de le mettre à l'aise parce que forcément, il arrive d'un autre milieu, etc. Mais très vite, on a fait des bisutages, on a fait cette semaine d'intégration, on ne dira pas tout, on garde nos secrets. C'est mais, quoi non, comme non. quoi Ah ouais, on peut pas en parler on peut carrément. pas, ouais, ça reste pour le Racing. Mais on a passé un moment pour se découvrir, on a bu des coups ensemble et ça crée des liens. Donc forcément, on a appris à se connaître et maintenant, il est très apprécié dans l'équipe, il fait partie entière du groupe et on est très content de l'avoir, honnêtement. On a l'impression que ta carrière, elle s'est construite sur le long terme. Quand on parle de ton parcours, ça a pris du temps d'arriver jusqu'à ce très haut niveau. Et à la fois, paradoxalement, on a l'impression que tout va extrêmement vite. C'est un truc que tu ressens, toi? Tu as plus cette impression de vitesse ou justement, tu sais que toi, ton process, il a été très long pour arriver jusque-là? Je pense qu'il y a deux parties. Il y a quand même toutes les années, 5-6 ans que j'ai fait à Blagnac. Ouais. Je me revois, au début, je suis arrivé, j'avais pas 18 ans, j'allais jouer avec les juniors. Un peu en espoir aussi, ensuite en Fédéral 1, j'ai fait pas mal de saisons en national, donc c'est vrai que ce laps de temps-là, il a quand même été assez long. Mais c'est vrai que les 2 dernières années sont allées une vitesse incroyable. J'avais 2 ans de contrat avec Aurillac, se faire acheter son contrat au bout d'un an, puis arriver jouer au Racing en top 14. Voilà, je pense qu'il y a 2 parties dans ma carrière actuellement. Une première qui a été assez longue, on va dire, à Blagnac, où j'ai pris le temps de me construire, et la deuxième, la carrière professionnelle qui pour l'instant est assez rapide. Ouais. Comment on vit en tant que joueur le fait de se faire racheter son contrat parce qu'on a prévu, souvent on se projette même dans le rugby où c'est un fait assez rare encore, même si on en a de plus en plus, mine de rien. Comment on vit en tant que joueur le fait de... Là, tu as un changement. Ça y est, c'est racheté. Tu as un changement de club maintenant. Pas prévu comme ça. Déjà, on ne s'y attend pas. Ouais. Ça arrive vraiment d'un coup. Ça s'est fait en 4-5 jours. C'est très rapide. Mais quand on joue à Aurillac et qu'il y a une équipe de top 14, peu importe dans quel club on joue en Pro D2, qu'il y a une équipe de top 14 dans le championnat supérieur qui souhaite t'avoir dans ton effectif, c'est-à-dire que les infrastructures sont mieux, tu vas jouer avec des joueurs quand même avec des carrières glorieuses. Évidemment, ton salaire va avec. Donc, c'est des offres qui sont dures à refuser. Sur le moment, je me suis dit que peut-être le train passerait qu'une fois. Tu peux refaire une deuxième saison en Pro D2, que ça se passe pas bien. Donc je pense que je m'en rends pas trop compte encore, mais j'étais quand même heureux d'avoir cette nouvelle vie et d'évoluer en top 14. Je trouve ça quand même assez incroyable. Dans ce sens-là, c'est quand même mieux que dans l'autre sens. Quand tu es en top 14 et que tu pars en Pro D2, là, tu es un peu... T'es dégoûté, mais quand c'est l'inverse, c'est exceptionnel. Je pense que c'est une opportunité pour toi de dingue et tu l'as saisi surtout. Donc c'est incroyable. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que ça se soit fait comme ça. Il n'y avait pas eu de contact avant, pas de négociation. C'est vraiment arrivé comme ça Ouais, c'est arrivé. Premier contact un jeudi, signature le mardi, quoi. Ah ouais, c'est fou. Je pense que c'est dû au départ de Farrell qui a été aussi... il est parti avant la fin de son contrat, donc il fallait trouver une alternative. Je pense qu'ils n'avaient pas non plus énormément de personnes sur le marché. Et le plus prometteur en Pro D2, c'était Hugo. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas tenter le coup. Et surtout, on en avait marre d'échouer et de prendre des big stars qui partaient avant la fin de leur contrat et tout, sans les dénigrer. C'est des mecs que j'adore et avec qui je suis ami, tu vois. Mais c'est surtout ça. Et Hugo performait en Pro D2 et je pense que c'était une évidence. Et on voulait changer aussi la politique du club. Enfin, pas moi, mais le président. Il a de l'impact dans le club. Quand même. Non, mais il voulait se dire, au lieu de prendre des stars, on prend peut-être des joueurs prometteurs un peu plus jeunes avec qui on va construire un avenir radieux. Carbo, notamment. Carbo, pareil, en fait partie. On aurait pu prendre une big star qui joue en Nouvelle-Zélande. On a pris Carbo, qui est un jeune avec un énorme potentiel. Donc, je pense que c'est l'avenir. Et le club a vraiment pris ce braquet-là aussi. Ouais. Et signature, du coup, l'été dernier, aux grandes dames de certains supporters clermontois qui le voyaient déjà porter la tunique jaune. Mais c'est dire que ça plaisait quand même dans la région. Le profil, les gens avaient quand même un œil là-dessus. Il était pas loin déjà. Ouais, c'est ça qui est pratique. 15 minutes de voiture, non 30 Non, 1h15. Ça se voit que je suis jamais. Il est jamais allé. Quand il fait froid, Gaël, il se déplace pas. Paris, Toulon, il connaît. Exactement. Et un peu Toulouse. Saint-Tropez, un peu. Non, l'été, ça. Est-ce que, pour justement ces gros changements, on arrive dans des plus gros matchs, dans des plus gros stades, tu es suivi par exemple par un préparateur mental? Non, je le suis pas. J'essaie de me préparer mentalement de manière individuelle, tout seul, notamment lors de ce premier match contre Bordeaux. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer à Aurillac, dans des stades un peu plus petits, pas en prime time, puisqu'on jouait souvent le vendredi à 19h30 en même temps que d'autres équipes. Et je m'étais beaucoup préparé mentalement la semaine,
pour être prêt le dimanche à 21h, en sachant qu'il y allait avoir du monde, il y allait avoir des caméras. Ça allait être retransmis, ça allait être peut-être le match le plus télévisé que j'allais avoir à jouer de ma jeune carrière. Donc, ça avait bien marché pour moi sur ce match-là. Ma préparation mentale que je m'étais faite moi-même la semaine sans me prendre forcément le chou. C'est quoi ce processus de préparation, justement? Mais c'était plus de dire que se préparer à ce qui allait arriver, c'est-à-dire beaucoup de monde, entre guillemets, même si l'arena n'était pas pleine, les caméras, beaucoup de personnes autour de toi, et jouer un premier match de top 14 titulaire, pour ne pas subir les conséquences au dernier moment, arriver C'est-à-dire que tu te projetais beaucoup, en fait, c'est ça? Ne pas arriver à l'échauffement à 20h ou à 21h, et tout découvrir et se prendre toute la pression. Donc tu l'imagines, tu te projettes, tu te dis ok ça va être comme ça et ça sera pas une surprise quoi finalement parce que tu te fais presque une imagerie mentale de tout ce qui va se passer, c'est ça? Ouais, c'est ça aussi, j'essaie de me dire que d'avoir confiance en soi, que je vais faire un bon match, bien sûr ce n'est pas tout le temps le cas sinon ça serait trop facile. Évidemment. Mais j'essaie de me gérer comme ça et puis après sur les autres matchs, c'est venu naturellement d'essayer de s'imposer un peu dans l'équipe, de moins se prendre la tête avec ça. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose que je ressens d'avoir un préparateur mental. Tu fais quelque chose, toi, au niveau prépa mental, Gaël? Non, après, beaucoup de visualisation. J'essaye d'essayer de vivre des moments que je vis en match, des expériences que j'ai vécues dans le passé et imaginer un peu ce qui va se passer pendant ces matchs, visualiser l'adversaire que j'ai en face, comment il joue. Je fais de la vidéo en me disant, voilà, je sais qu'il va faire tout le temps ce step, donc je m'imagine en train de le plaquer ou en train de le déborder, etc. Okay. Et je me souviens, ce qui m'avait bluffé sur ce match, c'est là où vraiment je me suis dit, il est très courageux et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un avec une mentalité comme ça, c'est que tu avais une agressivité sur ce match qui était... on sentait que tu étais à bloc et tu l'as sur tous les matchs. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez Hugo, c'est que c'est quelqu'un qui est déterminé et qui a peur de personne. C'est-à-dire que, je m'en souviens, une petite anecdote, c'est pas pour mettre une pièce, mais il plaque Damien Penaud, il le plaque très fort, etc. Et je reviens-y, mais tu vois, moi, c'est des tempéraments que j'avais quand j'étais jeune. Je l'ai un peu moins maintenant. C'est presque ça, mais on va regarder. Je dis pas le mot parce que voilà. Mais tu vois, je trouve dans le rugby, c'est ce tempérament qui te pousse à aller au-delà de ce que tu peux faire parfois et tu crois te mettre des barrières. Et je pense qu'Hugo, il a cette liberté et cette légèreté-là. Cette insouciance de se dire, j'ai rien à perdre, je suis là, j'y vais à fond, quoi. Bah justement, ce match de Bordeaux, j'imagine que derrière, il a dû te mettre en confiance aussi parce que tu fais un peu tout sur ce match-là. Justement, aussi, défensivement, c'est un gros match. Il y a un beau carreau, notamment sur Louis Bielbiarré. On en parle beaucoup de ton jeu offensif, des gestes que tu as pu faire. Et je trouve finalement qu'on parle presque pas assez de sa défense, qui est quand même un point important. Et aujourd'hui, une des bases du numéro 10, même au niveau au-dessus. Et qui, franchement, sans te manquer de respect, mais c'est pas un profil très costaud. Il est assez longiligne, assez fin, mais il met beaucoup d'envie et il y va à 100%. Et comme quoi, c'est ce qui est beau dans le rugby, c'est que des fois, on s'imagine des mecs... Il y avait un mec avant toi, il essayait la chaise, il dit, mais il est costaud, il va... Non, t'inquiète, il est aussi il est comme toi. et c'est l'état d'esprit. La défense, c'est beaucoup un état d'esprit, honnêtement. C'est ce que tu y mets, c'est l'envie d'avancer, de faire reculer l'adversaire, tout simplement. Et Hugo, là, donc ça, c'est bien. Il y a un match où je ne l'ai pas eu, par exemple à La Rochelle, un peu où j'ai vraiment été... j'ai fait un match un peu fantomatique, et surtout en défense, où j'ai vraiment pas plaqué du match. Et c'est vrai que je me suis dit, après ce match, c'est vraiment dans ta tête ce que tu vas te dire la veille ou le jour J du match, ou même la semaine, te motiver à toi, essayer aussi de prendre l'énergie de l'équipe. Et ça y fait beaucoup quand même. L'état d'esprit que tu mets, c'est pas pour ça que tu vas faire des gros plaquages, mais au moins tu vas t'accrocher, tu vas pas laisser passer les adversaires. Et par exemple, la présence de Gaël dans l'effectif, on sait, capitaine de défense notamment du 15 de France, toi c'est quelque chose qui donne aussi plus de repères, plus de confiance sur les phases défensives? Ouais, j'aime bien comment Gaël défend, surtout pas dans sa manière de défendre l'un contre un, surtout dans sa manière de parler, de faire bouger les coéquipiers. Je pense que c'est quelque chose aussi que moi j'aime bien faire, parler en défense, essayer de circuler au bon moment, de laisser les mecs à gauche, à droite en fonction de la circulation offensive de l'autre équipe. Donc c'est bien d'avoir des mecs comme ça qui parlent. On sait que les gros, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont beaucoup de contacts et bon, ils ont un peu moins de cardio que les trois quarts. Donc des fois ils sont dans le jus. Ils perdent en lucidité. Ouais, la lucidité dès que tu es dans les forces. Bien sûr, ça c'est normal. Donc c'est bien d'avoir des trois quarts. Avec les profils qu'on a, on a des joueurs puissants mais qui parlent un peu moins, comme Joshua Tuslova, Vinay Abossi. C'est bien, une fois d'avoir Gaël qui parle aussi, ça régule un peu tout ça. En fait, il faut trouver l'équilibre entre tous ces profils qui sont hyper puissants et on en a besoin parce qu'ils gagnent des duels que nous, on ne peut pas gagner physiquement.
mais derrière, tu complètes par ton expérience, par ton positionnement, par comment tu gères ta défense ou ton attaque. Le système offensif, il est très important aussi. Si tu as un mec comme Josh et Vinaya, quand ils sont ensemble, c'est très dur parce que ils sont très forts dans les duels, mais dans la l'ossature de notre jeu offensif, ils parlent moins. Et Donc, Naya, en fait, c'est Abossi. Abossi, ouais, excusez-moi. Et du coup, c'est important d'avoir un juste équilibre entre tout ça, quoi. Donc, on essaie de le trouver au mieux et ce week-end, on va essayer quelque chose. Ouais, on parlait On aussi espère. de l'énergie des avants qui sont rapidement plus très lucides parce que l'effort est rude. Et pour les profils comme ça qui jouent vachement en duel, qui Ouais. attaquent à fond, ils lâchent aussi beaucoup d'énergie là-dedans. Ouais, C'est totalement. important des profils comme ça pour bien plaquer, pour rassurer, pour placer. C'est plus simple. Et justement, on en parlait aussi notamment sur le niveau international. On le sait, avoir un 10 qui défend bien, qui est solide sur sa ligne, c'est hyper C'est important. important. Et ça sert de repère et ça fait le lien entre tout le monde en défense. Tu nous as ramené, on t'a demandé de ramener ton T, qui est spécial, qui est toute une histoire finalement. Donc accessoire pour buter. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous en parler un petit peu? Est-ce que tu peux le mettre vers ici éventuellement? Et est-ce que tu peux le décrire pour ceux qui ne voient pas éventuellement? Concrètement, la manière dans laquelle je le mets dans le sol, donc je vais enfoncer cette partie. Je vais mettre la pointe vers les poteaux. Donc l'outil va être enfoncé dans l'herbe. J'en ai un autre pour le synthétique avec des clous pour que ça puisse mieux s'enfoncer. Ensuite, on a des pics donc qui peuvent s'enlever par le dessous si elles sont cassées. Ouais. Donc elles sont plus longues ici devant et plus courtes derrière pour que le ballon soit incliné. Et après, le positionnement du ballon, finalement, c'est comme sur un tee standard, un peu comme on peut voir avec tous les buteurs. Mais voilà, c'est surtout le fait de l'enfoncer, je pense, et le fait qu'il y ait un peu une direction avec comme une sorte de flèche, qui est un peu plus impressionnant et qui fait que on voit pas trop ce genre de tee. Là, ils sont aux couleurs du Racing en plus. Ouais, Celui-là, je l'ai fait aux couleurs du Racing. Avant, Plus impression 3D du coup. Ouais, c'est ça, c'était un copain avec qui je joue à Blagnac, qui avait ce tee, il avait joué à Oyonnax. C'est un monsieur qui s'appelle Francis qui fait ses tirs à Oyonnax. Il les commercialise pas, mais je pense qu'il était passé par lui en direct. Et moi, j'avais besoin d'un tee pour aller faire des tests à Aurillac. Et puis, j'avais un tee qui me convenait pas, je butais pas trop. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ça? J'aimais bien parce qu'en fait, ici dessous, il n'y a rien. J'avais la sensation que je n'allais pas taper dans le tee. J'étais sûr de taper le ballon. Et je me suis plutôt bien adapté. Depuis, j'en ai quelques-uns en réserve et il me plaît bien. Il paraît justement que tu as commencé à buter assez tard en tant que numéro 10. Ouais, parce que quand j'étais à Blagnac, j'avais pas le temps avec le travail, j'arrivais, je faisais... C'est une folie. Ça, c'est quand même des problématiques qu'on Non, mais imagine c'est pas. Ouais, bien, bien mais- sûr, c'est une autre vie, on sort du travail, on arrive, on a 3/4 d'heure, une demi-heure ou des études, donc on fait une muscu. Surtout qu'on avait un très très bon buteur, donc Antoine, qui butait dans l'équipe super bien. Donc moi, je m'entraînais en fait le jour du match à l'échauffement, mais Ouais, pour s'amuser, quoi. voilà, plus pour taper un peu, sentir le ballon, que pour me dire je dois la mettre parce que c'est moi qui vais buter. Ouais. Même quand je suis arrivé à Aurillac au début, ils étaient à me recruter parce que les tirs au but, ils D'accord. m'avaient jamais vu buter. Et c'est pas moi qui butais non plus au début de la saison. Puis après, quand il a fallu s'y mettre, pareil, c'est comme quand on parle de l'état d'esprit en défense, c'est aussi beaucoup dans la tête, le mettre en confiance. Puis depuis, je me suis fait. Bah, je trouve que c'est dingue que tu aies commencé si tard et qu'aujourd'hui tu sois si précis dans l'exercice. C'est un moment pareil que tu abordes avec ta légèreté, ton recul, ou c'est un petit moment de pression quand même, le tir au but? C'est vrai que j'ai une expérience assez courte au tir au but. Ah, c'est pour donc ça. je ne serais pas trop te répondre, mais il y a plus de légèreté. Ce qui m'a manqué un peu sur cette saison, ce début de saison, c'est la concentration dans ma routine, sur ma frappe. Je me suis pas assez entraîné. Mais voilà, de s'y remettre, ça fait du bien. Tu te sens plus en l'aise devant le ballon. Tu sais ce que tu dois faire. Si tu la rates, tu sais que ça fait partie du jeu. Tu sais pourquoi. Donc, il y a quand même assez de légèreté quand je suis devant le ballon, mais beaucoup de concentration aussi. Tu butes tous les jours? Non, par exemple, j'ai buté aujourd'hui. D'accord. Et là, il nous reste 3 jours d'entraînement. Et je vais essayer de buter au moins 2 fois sur les 3 jours qui arrivent. Comme ça te met bien en confiance. T'avais loupé la toute première, si je me trompe pas, cette saison. Ouais. Et là, t'as dû te dire, ah mince, c'est pas possible. Mais voilà, c'est typiquement. En plus, t'avais galéré à planter à ce moment-là le tee, justement, un à peu. l'Arena. Mais c'est typiquement, quand je parle de confiance, c'était ça. Ouais. Premier match, 3 minutes de jeu, t'as pas trop l'occasion de t'être mis en confiance par des actions que tu aurais pu faire sur ces 3 minutes. Tu tapes, tu sais pourquoi tu la rates, parce que t'es pas en confiance, je fais pas ma frappe habituelle. Et après, c'est que dans la tête.
Ouais, mais en fait, il rebondit derrière. Et ça, Ouais. tu dis le talent qu'il a, ça prend une place. Ouais. De réussir à Bah, en rebondir. plus, il se dit, je rate la première pénalité, donc faut que derrière, je fasse une action Ouais. positive. Souvent, on est comme ça hein, Ouais, sur le bien sûr. terrain. Tu rates un plaquage, un truc, derrière, tu as envie de te racheter, et du coup, bah, ça t'a Mm. peut-être transcendé aussi pour le match. Il n'y a Bien pas de sûr. vérité, mais Ah, mais ça paraît facile alors qu'il y a plein de mecs qui sombrent non, très vite c'est dans des très matchs, dur. qui s'embourbent dans des trucs où après Ouais. mentalement ils sont plus du tout, ils arrivent plus à faire une passe. Exactement. C'est compliqué en tant que numéro 10 en plus. Ouais, c'est pas simple. Bien Mais, sûr, mais comme tu as dit, je suis arrivé avec un peu de pression. Je pense que c'était la seule fois de ma Ouais. vie où je faisais beaucoup d'un avant. Ouais. Au match amicaux, j'en Ouais. faisais beaucoup. Et puis, une semaine, je sais plus, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, Ouais. je suis pas comme ça. Je me suis jamais pris la tête pour le rugby. C'est pas maintenant parce que je suis en top 14 que ça va commencer. Bien Donc, sûr. j'essaie un peu de le laisser derrière moi. On a abordé brièvement le sujet tout à l'heure. On a eu beaucoup de grands numéros 10 au Racing avec des CV de dingue. Farrell, Sexton, Carter, Pat Lambie. Sans que ce soit toujours forcément une réussite. Phil Russell. Finn Russell. Ouais, après, c'est pas un grand Ah joueur, ouais, Finn Russell. c'est juste le meilleur 10 du monde actuel. Mais... La folie, même là ce week-end, c'est un bonheur à regarder jouer. Ouais, c'est un Mais magicien. c'est vrai qu'au Racing, on n'a pas toujours eu la satisfaction qu'on a pu voir de ces joueurs, notamment parfois en équipe nationale. On a senti justement, tu as parlé de la nouvelle politique du club, d'aller sur des profils comme Hugo. On a Antoine Gibert qui avait repris, notamment pendant la période où il y avait Owen Farrell, Geronimo Prisciantelli. Comment on fait justement sur des postes clés comme ça pour accueillir des joueurs qui ont parfois moins d'expérience, mais qui au final ont un rendement hyper intéressant? Bah, je pense, comme tu l'as très bien décrit, je pense que le club avait à cœur de changer de politique par rapport à ça. Déjà, peut-être avoir des 10 Français. On a Antoine Gibert et Hugo qui sont tous les deux Français. Très jeunes, même si Antoine a 2 ans de plus que toi, je crois, ou 3 ans. Ouais, quelque chose comme ça. 2 ans de plus que toi, il a 27 ans. C'est des joueurs avec un énorme potentiel et qui peuvent s'inscrire dans la durée. Donc, je pense qu'il ne voulait pas prendre quelqu'un d'intermédiaire qui va rester 2 ans et partir au bout des 2 années, comme on a pu le voir avec Owen. Et après, comment ça se fait assez naturellement, honnêtement, je pense qu'Hugo, il peut en parler mieux que moi, mais il a été intégré, il s'entend avec tout le monde. C'est quelqu'un qui a un gros caractère et qui prend les choses en main. Donc, ça se passe super bien. Je crois qu'avec Antoine, ça se passe super bien aussi. Vous vous entendez Ouais, très bien. relativement bien. Et non, ça se fait honnêtement assez facilement. Je pense, en tout cas, c'est à toi de le dire, mais je pense que tu... Ouais, je pense que l'équipe nous a mis en confiance assez rapidement. Ouais. C'est vrai, comme tu l'as dit, il y a eu des grands noms. C'est peut-être des joueurs qui auront et qui ont d'ailleurs des bien meilleures carrières que nous sur la longévité, mais qui n'ont pas fait des passages extraordinaires au Racing. Nous, je pense qu'on ne se met pas la pression. On apporte un peu notre fraîcheur, un nouvel élan aussi au club, comme a dit Gaël, avec la politique, avec la jeunesse. Et puis après, l'équipe, c'est un peu pareil. Je pense que la mentalité, Gaël pourra mieux en parler, a un peu changé avec Patrice, qui a un peu remis l'accent sur ça. Donc ça se ressent aussi dans l'intégration des nouveaux, de sûr. laisser un peu de temps, d'être peut-être... Donner de la confiance. Ouais, bien sûr. Je Ouais. pense que le projet, c'est ça, c'est d'intégrer énormément de jeunes. On l'a vu ce week-end Mais mec est en neuf. challenge. Ouais, un jeune neuf du centre de formation qui a fait une superbe rentrée. On a plein de jeunes, notamment devant, qui font des belles entrées aussi. Donc, c'est vraiment la politique de Patrice Colazo, qui est le manager du Racing 92, du président Jackie Lorenzetti aussi, qui ont à cœur de faire émerger des jeunes avec énormément de potentiel et qui vont devenir des très grands joueurs, j'en doute pas, honnêtement. On a Nolan Dongui aussi. Moi, j'ai joué avec son père. Aujourd'hui, je joue avec son fils. Donc, c'est quand même une folie. Ça va, t'as joué à Ouais, j'ai Toulouse joué avec son père avec 3 ans, moi. Ouais. J'ai joué avec son père, etc. Et aujourd'hui, je me retrouve à jouer avec son fils. Donc, c'est quand même fou. Et je trouve ça magnifique. Donc, je trouve que ces dernières années, le Racing n'a pas sorti énormément de jeunes. Et là, ils sont en train de le faire. Et on est vraiment sur la bonne voie. Et il faut s'inspirer de ça, comme le fait Toulouse, comme le fait Bordeaux. Et on est sur la bonne voie à ce niveau-là, en tout cas. C'est qui le joueur, le jeune qui t'impressionne le plus Nolan Dongui. Ouais. Ouais, honnêtement, il est assez impressionnant. Il a un énorme potentiel. En tout cas, pour moi, derrière, c'est celui qui me surprend le plus. Mais il y en a d'autres qui vont Oui, bien arriver. sûr. Ils sont tous globalement. Mais c'est bien dans vraiment le truc, celui qui, à chaque fois, fait des entrées fracassantes. Il a encore marqué ce week-end. Ballon aérien, il prend les ballons à 2 mains. Il est hyper grand. Il va s'aguerrir avec le temps. Il va être très bon, je pense. Ouais. Toi, tu vois qui Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un très gros bosseur. Et il fait assez de choses, entre guillemets, extraordinaires, mais il les rend assez simples. Ouais. Par ses qualités physiques, il arrive à faire des crochets, à passer les bras. Ouais. Comme tu dis, on a l'impression que de prendre les ballons hauts, c'est quelque chose de facile quand il le fait, tellement il
il a une détente, il est souple. Ça sera un très bon joueur. Ouais. Bah, surtout quand on connaît l'importance des duels aériens pour les profils ailier arrière, Ouais, etc. c'est une des clés maintenant aujourd'hui, Ouais, donc ouais. il va se démarquer de par ça, mais aussi Je de pense que la par... génétique doit aider aussi. ouais, il a une génétique, franchement, il est C'est hyper clair. grand, il est athlétique, et il a que 19 ans, donc il va prendre Mm. il va prendre 3-4 kilos, il va être vraiment redoutable. Comment tu juges le début de saison d'Hugo? Bah, honnêtement, c'est presque un sans faute, même pour lui. Je pense que s'il y a 2 ans, on lui avait dit qu'il serait au port de l'équipe de France, qu'il jouerait dans un des plus grands clubs d'Europe, je pense que le pari, il est gagné. Après, il faut tenir dans le temps, c'est ce que je dis souvent. Des étoiles filantes, on en connaît plein, Ouais. qui brillent une année ou 2 saisons. Je pense que l'objectif pour Hugo, c'est de s'installer dans le temps, avoir une carrière et pourquoi pas un jour porter le maillot de l'équipe de France, même si pour l'instant, je pense qu'il s'enflamme pas, il a la tête sur les épaules, Bien sûr. il monte crescendo et déjà confirmer sa place au Racing, jouer le plus possible et après, pourquoi pas un jour rêver de quelques sélections avec les Bleus. Transition parfaite, on va parler un petit peu de cette arrivée avec le groupe France lors de la dernière tournée. De super performances dans le début de saison qui t'ont amené jusqu'à Marcoussis. Comment t'as appris la nouvelle? Comment t'as réagi quand on t'a dit que t'étais dans le groupe? J'étais assez heureux. J'ai essayé de prévenir toute ma famille et ma copine avant que ça sorte dans les médias, surtout. Ouais, Après, bien sûr, j'avais Patrick Aretas, le coach des trois quarts, qui m'avait appelé 2 semaines avant pour me dire que voilà, j'y serais peut-être ou peut-être pas. Donc, je ne devais pas y être initialement. Puis, j'ai été appelé suite au forfait de Mathieu Jalibert. Donc, c'est vrai que j'étais assez content quand même. C'était assez incroyable voilà, d'arriver, de faire 7 ou 8 matchs et puis d'être appelé lors d'un rassemblement de l'équipe de France. Je m'en suis pas trop rendu compte de ce que ça signifiait dans un premier temps. Puis après, j'ai vécu une super expérience pendant 4 semaines aux côtés de joueurs que tu regardes à la télé d'habitude. Ouais, comment ça se passe justement ces premiers entraînements? Est-ce que petite pression ou en vrai, pareil, naturel, Ouais, petite pression. petite pression? Mais ça se voit pas, il est toujours calme, Ouais. je te le promets, c'est vrai. Moi, c'est ce qui me Mais choque c'est chez aussi toi, pour c'est que ça. tu es toujours serein, Oui, en fait, j'essaye de pas le montrer. des fois de pas le montrer, qu'il y a, Ouais. voilà, tu sais, simplement se rattraper un ballon, faire une bonne passe. Voilà, tu arrives dans un truc qui est assez exceptionnel, nouveau Ouais. pour toi. Il n'y a pas eu les en avant comme au Racing Non, sur les mais premiers ouais, entraînements? Il y a eu Très bon. un peu de ballon tombé, Ah. mais bon, ça fait partie de Non, mon mais jeu. il a été bon, franchement, il a Ouais. été bon. Il a fait des Non, très bons mais, entraînements et je pense qu'il a surpris beaucoup de monde parce que après les entraînements qu'il a fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont assez confirmés et qui jouent Ouais, bien sûr. en équipe nationale depuis longtemps qui m'ont dit il est surprenant. Et Ouais. c'est vrai qu'il tente des choses que très peu de personnes tentent. Et je pense que c'est comme on parlait à chaque fois, de l'audace qu'il Ouais. a et de légèreté qu'il a. C'est pour ça de aussi que tu tenter. voulais Il a faire rien cet à perdre. épisode. Ouais. C'est que tu voulais absolument qu'on le reçoive pour tout ce que tu me décris là, parce que bon, on parle rugby des fois en dehors aussi du podcast. Il me disait, mais il faut absolument qu'on discute avec lui parce que je sais qu'il te surprend beaucoup par l'état d'esprit, par le jeu, par plein de trucs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est super content de te recevoir. Parce que tu m'as vendu ça, mais c'est génial, et c'est effectivement génial, c'est trop bien, le parcours atypique, Bien sûr. le style de jeu atypique, l'état d'esprit qui va avec. Justement, au point où on en est actuellement, donc tu es jeune, 25 ans, tu es un 2000, qu'est-ce que tu penses qui est encore améliorable dans ton jeu, et qu'est-ce que toi actuellement tu travailles particulièrement? Je pense que j'ai des bonnes bases, mais qu'il y a beaucoup de choses que je peux améliorer. Je dirais que j'ai un niveau intermédiaire sur à peu près beaucoup de skills, sur les passes, sur le jeu au pied. Il y a toujours quelque chose où je peux aller chercher encore un peu plus loin, notamment sur les passes, notamment sur mes attitudes sans le ballon. Ouais. Bien courir droit quand j'ai le ballon. Donc, je suis assez exigeant avec moi-même. Je sais quand je suis assez impartial. Je sais quand je fais des bons matchs, je sais quand je fais pas des bons matchs. Me remettre en question, est-ce qu'il faut travailler? Ce que je devrais travailler le plus pour moi, c'est ma passe et le jeu sans ballon pour vraiment progresser. C'est quoi les attitudes sans ballon? Ça consiste en quoi exactement? Peut-être être un peu meilleur dans la parole, Ouais. surtout offensivement, pour essayer que l'équipe joue d'une meilleure manière. Être plus clair dans ses annonces, concrètement. Et puis, moi, me déplacer, même quand je n'ai pas le ballon, chose que Gaël fait assez bien. Et que Ouais. les joueurs qui ont joué longtemps au niveau, qui ont fait des centres de formation, ils l'ont déjà dans leur tête. C'est un automatisme que je n'ai pas, ça. Par exemple, plonger si ça break, Par des trucs comme exemple, ça. voilà, ou le neuf qui donne la balle au gros.
Moi, je sais que les gros, ils vont aller péter parce que je l'ai ordonné. Mais quand même, moi, travailler derrière, montrer quelque chose, une image. Pour ouvrir un espace, Ouais. c'est hyper important. Le jeu sans ballon, comme il l'explique, il y a plein de petits détails qu'on ne voit pas forcément à vitesse réelle. Mais pour nous, c'est des détails et on agit sur le défenseur. C'est-à-dire que quand il dit aux avants de la garder, en face, ils ne savent pas s'il va la garder ou pas. Ouais. Donc, Ou s'il ça va part passer dans le dos, dos. exactement, ça va créer un leurre et ça va ouvrir un espace pour devant. Donc, c'est tous ces petits jeux-là qui sont importants. Ça passe, qui peut améliorer, parce que des fois, il m'envoie quelques merguez quand même. mais dans l'ensemble, tout le monde s'améliore, moi le premier. Mais je pense que là, pour le rôle de 10 et dans ce positionnement de leader de jeu, forcément, c'est la communication. Mais déjà, tu as tellement progressé depuis le début de la saison. Ouais. Moi, je le vois, hein, tu parles beaucoup plus, tu es hyper direct et précis, donc c'est déjà mieux. Hein. Et c'est important, mais c'est trop bien parce que ce podcast, il est là pour ça. C'est des choses que les gens ne connaissent pas forcément. Tout cet aspect communication, placement sans ballon, c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir à la télé. Et c'est totalement le but de Rugby Confidential, c'est de pouvoir vous présenter ces coulisses-là, ces aspects-là du jeu qui sont au final hyper importants. On en parle pas importants. assez souvent, mais c'est des détails qui font des immenses différences, honnêtement. Comme la muscu. Pareil que tu as pris un petit peu goût à la musculation. C'est peut-être pas Gaël qui va t'aider parce que c'est pas le plus grand fan de muscu, mais malheureusement, on dirait plus que les profils sont inversés. Gaël est assez costaud et moi non, mais pourtant j'aime beaucoup la muscu. Faut quand même s'y mettre. Je m'étais mis à Aurillac déjà quand j'étais à Blagnac, malgré le peu de temps que j'avais pour la faire, j'aimais ça. Après, j'ai pas un profil où je serais énorme, mais mon objectif c'est juste d'être assez fort et un peu puissant pour pouvoir jouer à ce niveau. Pour pouvoir être meilleur aussi dans les duels, offensifs, défensifs, moins subir. C'est pour ça que je fais de la muscu. Après, je sais que je ne serai jamais costaud. Ce sera pas un bodybuilder. Ce sera pas Josh Sissova, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est un monstre. Ah, c'est vraiment un monstre. Après, c'est la génétique. C'est la génétique. Il y a des mecs bien sûr. Qui sont bénis des dieux et d'autres un peu moins. Mais il a d'autres qualités que Josh n'a pas, par exemple. Pareil que les poids affichés, c'est pas les bons. Je sais pas. Tu dirais que je fais combien, toi? Je dirais 80. Ouais, je fais 80 kilos. Ouais. Mais il est quand même assez longiligne, donc il est pas ridicule. Pour un numéro 10, t'es loin d'être... Il y a des numéros 10 qui sont moins costauds que toi, je pense. Ouais, mais comme tu dis, j'ai un gabarit assez longiligne. Et puis quand j'étais à Blagnac, je pense que j'ai pas fait les jambes en musculation pendant 6 ans. J'ai dû les faire une fois par an sans rigoler. Donc, mais bien sûr, j'ai des jambes qui sont assez fines. Et de par mon profil longiligne, on dirait que je suis très fin, assez menu. Ça n'empêche pas de mettre des drops de 50 mètres en tout cas. Comme quoi, ne faites pas forcément les jambes. Il y en a, ils font trop de muscu, ils sont pas bons au rugby. Et le tout, c'est quand même d'être bon au rugby. Donc après, comme il a dit, c'est d'être performant, puissant et assez robuste pour défendre. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'inspire, actuel ou ancien, qui a pu t'inspirer? Moi, je regarde beaucoup le rugby, j'aime beaucoup certains numéros 10 de par leur style de jeu. Quand on voit ce que fait Mathieu Jalibert en attaque, c'est toujours assez incroyable. Ouais. Bon, il joue dans une équipe maintenant qui est habituée à jouer avec lui, mais quand même, il arrive à faire des choses un peu irréelles. Ouais, encore ce week-end. En ce moment, il performe. C'est un truc de dingue. C'est exceptionnel. C'est clair, j'aime beaucoup aussi Mackenzie. Voilà, après, c'est des joueurs qui ont beaucoup travaillé quand même pour en arriver là, qui ont beaucoup d'endurance pour toucher autant de ballons dans le match. Donc, ça apparaît pas en claquant des doigts. Mais bien sûr, il y a des joueurs un peu dont tu peux t'inspirer, puis il y a ces profils, donc tu essayes de t'en rapprocher parce que moi, c'est un peu le rugby que j'aime, mais il faut aussi s'adapter à soi, au jeu qu'on va avoir et au jeu que veut prôner l'équipe. Donc il faut regarder, mais il faut pas forcément tout prendre des autres, il faut s'en inspirer un peu et savoir faire le tri après pour le reproduire. C'est qui pour toi le meilleur numéro 10 du monde actuellement? C'est dur comme question. Hein. Gaël, si t'en as un. Moi, je dirais Finn Russell. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. C'est dur de dire un Français parce que Romain et Mathieu sont tous les deux d'immenses numéro 10, honnêtement. Ouais. Ils sont dans le top 5 facile de loin, mais je dirais Finn Russell ou le Sud-Africain qui en ce moment en train de tout casser. Donc, ça se joue entre les deux. En fait, le Sud-Africain est tellement fort physiquement que ça en devient exceptionnel. On a l'impression qu'il pourrait même jouer ailier ou centre. Alors Finn Russell, il est moins créatif que Finn Russell. Moi, pourquoi je préfère Finn Russell? Parce qu'il est créatif, il fait des trucs que personne ne fait. Et c'est ça que j'adore. Il y a aussi ce truc où, Finn Russell, il peut tellement te sortir un truc improbable qu'il attaque avec son aura. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les mecs, ils sont tous au garde à vous en défense parce que tu dis, mais qu'est-ce qui va sortir? La passe improbable, le truc. Il fait des différences de par sa technique, etc. Or que Sacha, lui, il fait des différences de par son physique. Beaucoup de raffus, beaucoup de vitesse, etc. Donc, c'est pas le même rugby quand même.
Mais Ouais. les deux sont, aujourd'hui, les deux sont ultra performants. Ouais, c'est fabuleux. Mais Mm. je rejoins exactement ce que dit Gaël, mais c'est un aspect physique, un aspect un peu tactique, gestion. Il est très bon sur les mains, Finn Russell. C'est vrai il est très très beau à voir jouer. Et puis, c'est pareil, un peu comme on disait avec Nolan, qui arrive à rendre des choses compliquées simples. Ben lui, c'est pareil, il va faire des passes vissées de 15 mètres. ouais. On se dit c'est simple Ouais. parce on regarde la télé, on a l'habitude de voir des rugbymen professionnels. Ouais. Mais quand il prend la balle, qu'il arrive à l'attraper, à l'acheter dans la seconde et qu'elle Ouais. fait 12 mètres, c'est pas si simple. Ouais, c'est comme les contrôles au foot, on normalise énormément, mais en fait, quand tu vas voir des matchs un peu en dessous, tu te dis, ah ouais, c'est pas si normal. C'est en fait. pas si facile que Ouais. ça. Ouais. C'est C'est les contrôles dans le foot, dans le jeu courant, où tu sais, Non. des mecs sur les passes de 30 mètres, il n'y a aucun problème. Bah, nous, c'est un peu ça, enchaîner, Ouais. de la vitesse, des passes, le bon placement. Et en plus, au rugby, on a ce truc où tu dois, dans le foot aussi en soi, quand je faisais le comparatif, mais anticiper la trajectoire du ballon par Ouais. rapport au mec, la mettre un peu devant parce qu'il court, plein de trucs comme ça. Et Non, mais il y a ça plein de appelait vitesse, détails c'est dingue. qui semblent lambda, mais qui sont incroyables à ce Ouais. niveau-là. Et ça se joue à rien. Et moi, ce que je veux mettre en valeur aussi par rapport à ça, c'est que Finn Russell, j'ai joué énormément de temps avec lui. Et c'est un mec qui a beaucoup d'échecs aussi. Ouais. C'est-à-dire que sa passe qu'il a tenté 45 fois, il a peut-être réussi que 5 fois. Ouais. Mais par contre, ça a payé tôt ou tard. Et ce que je veux dire à un jeune, c'est de tenter des choses aussi. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et comme Antoine Dupont, tout le monde te dit, Antoine Dupont, c'est un extraterrestre. Mais parce que, comme on l'a dit dans le podcast précédent, il tente des choses que personne n'ose tenter. Et je pense que c'est vraiment la différence. Et à ton image, les choses que tu tentes en match, c'est parce que tu as cette innocence et tu dis, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et, et tu tentes des trucs de fou. Et Jalibert, c'est un peu pareil. C'est un mec qui tente des trucs, le petit par-dessus. Tout le monde est à l'arrêt. Il se dit, bah, vas-y, je le tente. De toute façon, j'ai rien à perdre. Et puis, ça passe, quoi. Mais avant, il l'a tenté 15 fois, il l'a raté. Ouais. Et c'est Stephen Curry qui disait, je regardais un reportage sur lui, qui disait, mais moi, avant de réussir tous mes paniers, j'ai échoué. Joueur de fois. NBA, Steph Ouais. Curry. J'ai échoué plus de fois que j'ai réussi. Donc, je pense que laquelle est dans ça. Elle réside dans ça. Merci beaucoup pour ton temps, Hugo. Avec C'était plaisir. vraiment génial de t'avoir et d'en apprendre un peu plus sur toi. On espère que tu as passé, bien sûr, un bon moment. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire s'il y a un invité que vous aimeriez avoir dans l'émission, à qui vous pourriez aussi poser des questions. Il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. On vous laisse profiter tranquillement des fêtes de fin d'année, de vos proches, etc. Mais on revient très vite la semaine suivante. Comptez sur nous. De toute façon, le rendez-vous, il sera là toute l'année. Profitez bien, lâchez bien évidemment vos meilleurs likes, vos meilleurs partages, votre commentaire, tous les trucs habituels. Suivez les réseaux de Rugby Confidential et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, À ciao. bientôt, merci. Hugo. Merci, Gatch.